Je voudrais continuer aujourd'hui ce que j'avais commencé à vous dire à propos du néolibéralisme allemand. Bon, de façon générale, quand on parle du néolibéralisme allemand ou pas d'ailleurs, du néolibéralisme contemporain, on obtient en général trois types de réponses. Premièrement, celle-ci, du point de vue économique, le néolibéralisme, qu'est-ce que c'est? Rien de plus que la réactivation de vieilles théories économiques déjà usagées. Deuxièmement, point de vue, si vous voulez, sociologique, le néolibéralisme, qu'est-ce que c'est? Rien d'autre que ce à travers quoi passe l'instauration dans la société de rapports strictement marchands. Et enfin, troisièmement, d'un point de vue politique, ce néolibéralisme n'est rien d'autre qu'une couverture pour une intervention généralisée et administrative de l'État, intervention d'autant plus pesante qu'elle est plus insidieuse et qu'elle se masque sous les aspects d'un libéralisme. Bon. Ces trois types de réponses, vous voyez bien qu'elles font apparaître le néolibéralisme comme n'étant finalement rien du tout, ou en tout cas rien d'autre que toujours la même chose, et toujours la même chose en pire. C'est-à-dire, c'est Adam Smith à peine réactivé. Deuxièmement, c'est la société marchande elle-même qui avait décrit et dénoncé le livre 1 du Capital. Troisièmement, c'est la généralisation du pouvoir d'État, c'est-à-dire c'est Solzhenitsyn à l'échelle planétaire. Adam Smith, Marx, Solzhenitsyn, laisser-faire, société marchande et de spectacle, univers concentrationnaire et goulag, voilà en gros, si vous voulez, les trois matrices analytiques et critiques avec lesquelles d'ordinaire on aborde ce problème du néolibéralisme. Ce qui permet donc de n'en faire pratiquement rien du tout, de reconduire itérativement le même type de critique depuis 200 ans, 100 ans, 10 ans. Or, ce que je voudrais vous montrer, c'est que, justement, le néolibéralisme est tout de même quelque chose d'autre. Grand-chose ou pas grand-chose, je n'en sais rien, mais quelque chose sûrement. Et c'est ce quelque chose, dans sa singularité, que je voudrais essayer de saisir, car s'il est vrai qu'il peut y avoir un certain nombre d'effets politiques importants, et on peut dire précieux, à faire des analyses historiques qui se présentent précisément comme historiques et qui essaient de manifester un type de pratique, une forme d'institution, etc., qui ont pu avoir cours et lieu pendant un certain temps et en un certain endroit, s'il peut être important, après tout, de montrer ce qu'a été à un moment donné, que sais-je, un asile, une prison, etc., et de voir quel est l'effet produit par ce type d'analyse purement historique dans une situation présente, ce n'est absolument pas, et ce n'est jamais, pour dire implicitement, à plus forte raison pour dire explicitement, que ce qui était alors, c'est ce qui est maintenant. Le problème, c'est de laisser jouer le savoir du passé sur l'expérience et la pratique du présent. Ce n'est pas du tout pour laminer le présent dans des formes reconnues dans le passé et qui seraient censées valoir dans le présent. Ce transfert des effets, ou ce transfert des effets politiques d'une analyse historique sous la forme d'une simple répétition est sans doute ce qu'il faut éviter à tout prix, et c'est pourquoi je voudrais reprendre un peu, et c'est pourquoi j'insiste sur ce problème du néolibéralisme, pour essayer de le dégager de ces critiques qui sont faites à partir de matrices historiques purement et simplement transposées. Le néolibéralisme, ce n'est pas Adam Smith, le néolibéralisme, ce n'est pas la société marchande, le néolibéralisme, ce n'est pas le goulag à l'échelle insidieuse du capitalisme. Bon, qu'est-ce donc que ce néolibéralisme? J'avais essayé de vous indiquer au moins quel en était le principe théorique et politique la dernière fois. J'avais essayé de vous montrer comment, pour le néolibéralisme, le problème n'était pas du tout
comme dans le libéralisme de type Adam Smith, si vous voulez, le libéralisme du XVIIIe siècle. Ce n'était pas savoir comment, à l'intérieur d'une société politique toute donnée, on pouvait découper, ménager un espace libre qui serait celui du marché. Le problème du libéralisme, c'est au contraire de savoir comment on peut régler l'exercice global du pouvoir politique sur les principes d'une économie de marché. Il s'agit donc non pas de libérer une place libre, mais de rapporter, de référer, de projeter sur un art général de gouverner les principes formels d'une économie de marché. C'est là, je crois, l'enjeu, et j'avais essayé de vous montrer que pour arriver à faire cette opération, c'est-à-dire à savoir jusqu'où et dans quelle mesure les principes formels d'une économie de marché pouvaient indexer un art général de gouverner, eh bien, les néolibéraux avaient été obligés de faire subir au libéralisme classique un certain nombre de transformations, et c'était la première de ces transformations que j'avais essayé de vous montrer la dernière fois. C'était essentiellement la dissociation entre une économie de marché et les principes économiques d'un marché d'une part, et le principe politique du laisser-faire. Ce décrochage entre une économie de marché et une politique de laisser-faire, ce décrochage, je crois qu'il avait été obtenu, qu'il avait été défini, le principe en tout cas en avait été posé à partir du moment où les néolibéraux avaient présenté une théorie de la concurrence pure, une théorie de la concurrence pure qui fait apparaître cette concurrence, non pas du tout comme une donnée primitive et naturelle, mais qui serait en quelque sorte au principe même, au fondement de toute société, et qu'il suffirait de laisser remonter à la surface et de redécouvrir en quelque sorte que la concurrence, loin d'être cela, était une structure. C'était une structure dotée de propriétés formelles, que c'était ces propriétés formelles de la structure concurrentielle qui assurait et pouvait assurer la régulation économique par le mécanisme des prix, et par conséquent, si la concurrence était bien cette structure formelle, à la fois rigoureuse, mais nécessairement fragile, rigoureuse dans sa structure interne, mais fragile dans son existence historique et réelle, eh bien, le problème de la politique libérale, c'était justement d'aménager, de fait, l'espace concret et réel dans lequel pourrait jouer la structure formelle de la concurrence. Une économie de marché sans laisser-faire, c'est-à-dire une politique active sans diriger. Le néolibéralisme ne va donc pas se placer sous le signe d'un laisser-faire, mais au contraire, va se placer sous le signe d'une vigilance, d'une activité, d'une intervention permanente. Ceci apparaît clairement dans la plupart des textes des néopositivistes, et il y a un texte auquel je vous renvoie, si vous pouvez le trouver, car il n'est pas très facile à trouver. Il s'était bizarrement égaré à la Bibliothèque nationale, mais vous le trouverez à coup sûr au musée social. Ce texte, c'est plutôt le résumé des interventions qui ont été faites en 1939, juste à la veille de la guerre, au cours d'un colloque qui s'appelle le colloque Walter Lippmann. Le colloque avait été réuni en France à la suite de la publication du livre de Lippmann, qui venait d'être traduit en français sous le titre La Cité future. Livre curieux parce que c'est un livre qui, d'une part, reprend en effet, sous la forme d'une pure et simple réactivation, les thèmes du libéralisme classique, mais qui, par un certain nombre de côtés, fait apparaître, présente des éléments tout proches et, si vous voulez, qui font partie du néolibéralisme. Ce livre venait de paraître aux États-Unis, avait été traduit en français, et on a réuni à Paris un colloque où figure, alors Walter Lippmann lui-même, les libéraux, enfin les vieux libéraux avec un trait d'union, les vieux libéraux de la tradition classique, des gens de français comme Baudin par exemple, etc. Et puis un certain nombre de néolibéraux allemands ou autrichiens, ceux précisément qui faisaient partie de l'école de Fribourg et qui,
avaient été les uns chassés d'Allemagne, les autres réduits au silence en Allemagne, et qui trouvent là l'occasion de s'exprimer. Et c'est dans ce colloque qu'il y a Röpke, il y a Rustov, il y a Hayek, il y a von Mises, et puis il y a des gens intermédiaires, il y a Jacques Rueff, il y a Marjolin, qui est quand même important dans l'économie française de l'après-guerre, il y a Rueff, il y a Marjolin, et le secrétaire général de ce congrès est quelqu'un qui n'y prend pas la parole, ou en tout cas ça n'apparaît pas dans les actes, et c'est Raymond Aron. Et c'est à la suite de ce colloque que, je signale ça pour les gens qui s'intéressent particulièrement aux structures du signifiant, que l'on décide, c'est en juillet 1939, de réunir, de former un comité permanent qui s'appellera Comité international d'études pour le renouveau du libéralisme, CIERL. Bon, c'est au cours de ce colloque que, alors, on définit, c'est là, si vous voulez, où vous trouverez le mieux résumé, quoique mêlé donc au thème du libéralisme classique, les propositions spécifiques et propres au néolibéralisme. Et c'est là que l'un des intervenants, je ne sais plus lequel, propose comme nom à ce néolibéralisme qu'on était en train d'essayer de formuler, l'expression c'est très significatif, de libéralisme positif. Ce libéralisme positif, eh bien, c'est donc un libéralisme intervenant, c'est un libéralisme dont Röpke, dans la Gesellschaftskrisis, qui va publier peu de temps d'ailleurs après le colloque Lippmann, dit la liberté du marché nécessite une politique active et extrêmement vigilante. Et vous trouvez dans tous les textes des néolibéraux cette même thèse, que le gouvernement dans un régime néolibéral est un gouvernement actif, est un gouvernement vigilant, est un gouvernement intervenant, et avec des formules que ni le libéralisme classique du XIXe siècle, ni alors l'anarcho-capitalisme américain contemporain ne pourraient accepter. Eucken, par exemple, dit « l'État est responsable du résultat de l'activité économique ». Franz Böhm dit « l'État doit dominer le devenir économique ». Mix dit « de cette politique libérale, il se peut bien », là la phrase est importante, il se peut bien que dans cette politique libérale, le nombre des interventions économiques soit aussi grand que dans une politique planificatrice. Mais c'est leur nature qui diffère. Bon, eh bien, je crois qu'on a là, dans ce problème de la nature des opérations, un point à partir duquel on va pouvoir aborder ce qu'il y a de spécifique dans la politique néolibérale. Le problème, en gros, du libéralisme du XVIIIe, début du XIXe siècle, c'était, vous savez, de faire le partage entre les actions qu'il fallait faire et les actions qu'il ne fallait pas faire, les domaines où on pouvait intervenir et les domaines où on ne pouvait pas intervenir. C'était le partage des agendas, non-agendas. Position naïve aux yeux des libéraux, dont le problème n'est pas de savoir s'il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher et d'autres auxquelles on a le droit de toucher. Le problème, c'est de savoir comment on y touche. C'est le problème de la manière de faire, c'est le problème, si vous voulez, du style gouvernemental. Bon. Donc, pour repérer un petit peu comment les néolibéraux définissent le style de l'action gouvernementale, je vais prendre 3 exemples, je serai à la fois schématique, bref, brutal, etc. Mais vous verrez que c'est des choses que vous connaissez certainement, puisque, justement, nous sommes en train d'y baigner. Je voudrais simplement vous indiquer, comme ça, d'une façon schématique, c'est premièrement la question des monopoles, deuxièmement le problème de ce que les néolibéraux appellent une action économique conforme, troisièmement le problème de la politique sociale. Et puis alors, à partir de là, j'essaierai de tirer quelques conséquences, enfin de vous indiquer quelques-uns des traits qui me paraissent spécifiques justement de ce néolibéralisme et l'oppose absolument à tout ce qu'on croit critiquer en général quand on critique la politique libérale et néolibérale. Premièrement donc, la question des monopoles. Bon, là encore une fois, pardonnez-moi, c'est très banal, mais je crois qu'il faut repasser par là au moins pour réactualiser quelques problèmes. Bon, disons que dans la conception, ou dans une des conceptions classiques de l'économie, le monopole est considéré comme étant une conséquence ou naturelle ou nécessaire
de la concurrence en régime capitaliste, c'est-à-dire que l'on ne peut pas laisser se développer la concurrence sans voir apparaître en même temps des phénomènes monopolistiques qui ont précisément pour effet de limiter, d'atténuer, à la limite même d'annuler la concurrence. Il serait donc dans la logique historico-économique de la concurrence de se supprimer elle-même, cette thèse impliquant bien entendu que tout libéral qui veut assurer le fonctionnement de la libre concurrence doit bien intervenir à l'intérieur même des mécanismes économiques sur ceux qui précisément facilitent, portent en eux et déterminent le phénomène monopolistique, c'est-à-dire que si l'on veut sauver la concurrence de ses propres effets, il faut intervenir sur les mécanismes économiques qu'elle fait jouer. Bon, c'est là, si vous voulez, le paradoxe du monopole pour une économie libérale qui pose le problème de la concurrence et qui accepte en même temps cette idée que la concurrence, que le monopole fait effectivement partie de la logique de la concurrence. Bien entendu, vous imaginez, la position des néolibéraux va être tout à fait différente et leur problème sera de démontrer que, en fait, le monopole, la tendance monopolistique ne fait pas partie de la logique économique et historique de la concurrence. Röpke, dans la Gesellschaftskrisis, dit que le monopole est un corps étranger dans le processus économique et qui ne s'y forme pas spontanément. Bon, de cette thèse, pour appuyer cette thèse, les néolibéraux apportent un certain nombre d'arguments que je vous situe uniquement à titre indicatif. Premièrement, des arguments de type historique, à savoir que, en fait, le monopole, loin d'être un phénomène en quelque sorte ultime et dernier dans l'histoire de l'économie libérale, est un phénomène archaïque, et un phénomène archaïque qui a essentiellement pour principe l'intervention des pouvoirs publics dans l'économie. Et assurer à ce moment-là des fonctions d'exercice du pouvoir public, ont accordé aux corporations ou aux ateliers des privilèges, c'est parce que les États ou les souverains ont accordé à des individus ou à des familles des monopoles en échange d'un certain nombre de services financiers sous forme d'une sorte de fiscalité dérivée et masquée. Ça a été par exemple le monopole des fouillères donné par Maximilien Ier en échange de services financiers. Bref, si vous voulez, le développement au cours du Moyen-Âge d'une fiscalité, elle-même condition de la croissance d'un pouvoir centralisé, ont entraîné la création, ont appelé la création de monopole. Monopole, phénomène archaïque et phénomène d'intervention. Analyse aussi juridique des conditions de fonctionnement du droit qui ont permis ou facilité le monopole, en quoi les pratiques d'héritage, en quoi l'existence d'un droit des sociétés par action, en quoi aussi le problème des droits de brevet, etc., ont pu, à cause même d'un fonctionnement juridique, ou pas du tout à cause de raisons économiques intrinsèques, ont pu engendrer les phénomènes de monopole. Et là, les néolibéraux ont posé toute une série de problèmes, si vous voulez, plus historiques et plus institutionnels que proprement économiques, mais qui ont ouvert la voie à toute une série de recherches très intéressantes sur le cadre politico-institutionnel de développement du capitalisme, et les Américains, les néolibéraux américains en feront leur profit. Les études de North, par exemple, sur le développement du capitalisme s'inscrivent exactement dans cette ligne qui a été ouverte par les néolibéraux et dont les problématiques apparaissent clairement dans ces plusieurs interventions du colloque Lippmann. Bon, autre argument pour montrer que le phénomène monopolistique n'appartient pas de plein droit et en pleine logique à l'économie de la concurrence, c'est des arguments, si vous voulez, des analyses politiques sur le lien qu'il y a entre l'existence d'une économie nationale, le protectionnisme douanier et le monopole. Von Mises, par exemple, fait toute une série d'analyses là-dessus. Il montre que, d'une part, il y a facilitation du phénomène monopolistique
par le morcellement en marchés nationaux qui, réduisant les unités économiques à des tailles relativement petites, permet effectivement l'existence à l'intérieur de ce cadre de phénomènes de monopole qui ne subsisteraient pas dans une économie mondiale. Il montre plus positivement, plus directement, comment le protectionnisme, en fait, décidé par un État, ne peut être efficace que dans la mesure où on appelle à l'existence des cartels ou des monopoles qui sont susceptibles de contrôler la production, la vente à l'étranger, le niveau des prix, etc. C'était en gros la politique bismarckienne. Enfin, troisièmement, économiquement, les néolibéraux font marquer ceci. Ils disent, c'est vrai, ce qu'on dit dans l'analyse classique quand on montre que dans le capitalisme, l'augmentation nécessaire du capital fixe constitue un support indéniable à la tendance vers la concentration et vers le monopole. Mais, disent-ils, premièrement, cette tendance vers la concentration n'aboutit pas nécessairement et fatalement au monopole. Il y a bien sûr un optimum de concentration vers lequel le régime capitaliste tente à s'équilibrer, mais entre cet optimum de concentration et le maximum représenté par le fait monopolistique, il y a un seuil qui ne peut être franchi spontanément par le jeu direct de la concurrence, par le jeu direct des processus économiques. Il faut ce que Rustov appelle la néo-féodalité prédatoire, celle qui reçoit l'appui de l'État, des lois, des tribunaux, de l'opinion publique aussi. Il faut cette néo-féodalité prédatoire pour passer de l'optimum de concentration au maximum monopolistique. Et puis, dit Ropke, de toute façon, un phénomène monopolistique, même s'il existe, ce phénomène n'est pas en lui-même stable. C'est-à-dire qu'à moyen terme, si ce n'est même pas à court terme, il se produit toujours dans le processus économique, soit des modifications des forces productives, soit des mutations techniques, soit des croissances massives de productivité, soit encore des apparitions de nouveaux marchés, toutes font que l'évolution vers le monopole ne peut être qu'une variable qui joue pendant un certain temps, parmi d'autres variables qui, à d'autres moments, elles, seront dominantes. Dans sa dynamique d'ensemble, le marché comporte, avec une économie de concurrence, comporte toute une série de variables dans laquelle la tendance à la concentration est toujours contrebattue par d'autres tendances. Enfin, dit-il, et c'est toujours von Mises qui résonne ainsi, au fond, qu'est-ce qu'il y a d'important, ou plutôt, qu'est-ce qu'il y a de perturbant dans le phénomène monopolistique par rapport au jeu de l'économie? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a qu'un producteur? Absolument pas. Est-ce que c'est le fait qu'il n'y a qu'une seule entreprise qui ait le droit de vendre? Absolument pas. Ce qui fait que le monopole peut avoir un effet perturbateur, c'est dans la mesure où il agit sur les prix, c'est-à-dire dans la mesure où il agit sur le mécanisme régulateur de l'économie elle-même. Or, le prix de monopole, c'est-à-dire un prix qui peut augmenter sans que baissent ni les ventes ni les profits. Ce prix de monopole, on peut très bien imaginer, et de fait, il arrive régulièrement, que les monopoles eux-mêmes ne le pratiquent pas et ne puissent pas le pratiquer. Parce que s'ils pratiquent le prix de monopole, du coup, ils s'exposent toujours à l'apparition d'un phénomène concurrentiel qui profitera de l'existence de ces prix abusifs de monopole pour contrebattre le monopole. Par conséquent, si un monopole veut conserver son pouvoir monopolistique, eh bien, il devra appliquer non pas le prix de monopole, mais un prix identique, ou en tout cas proche, au prix de concurrence. C'est-à-dire qu'il fera tout comme s'il y a concurrence. Et à ce moment-là, il ne dérègle pas le marché, il ne dérègle pas les mécanismes économiques, et le monopole, eh bien, ça n'a pas d'importance. En pratiquant cette politique du comme si concurrentiel, le monopole fait jouer cette structure qui est si importante et qui est le phénomène déterminant dans la concurrence, et dans cette mesure-là, ce n'est pas pertinent au fond de savoir s'il y a ou non un monopole. Bon, tout ceci pour
situer simplement le problème tel que les néolibéraux vont pouvoir le poser. Ils sont en quelque sorte libérés de ce problème du handicap du monopole. Ils peuvent dire, vous voyez bien qu'il n'y a pas à intervenir directement dans le processus économique, puisque le processus économique, porteur en lui, si on le laisse jouer pleinement, d'une structure régulatrice qui est celle de la concurrence, ne se déréglera jamais. Ce qui fait le propre de la concurrence, c'est la rigueur formelle de son processus. Mais ce qui garantit que ce processus formel ne se déréglera pas, c'est que dans la réalité, si on le laisse jouer, il n'y aura rien venant de la concurrence, venant du processus économique lui-même, qui sera de nature à en changer le cours. Par conséquent, la non-intervention à ce niveau-là est nécessaire, non-intervention sous la réserve que il faut bien entendu établir un cadre institutionnel qui aura à empêcher que des gens, soit des pouvoirs individuels, soit des pouvoirs publics, interviennent pour créer le monopole. Et c'est ainsi que vous trouvez dans la législation allemande tout un énorme cadre institutionnel antimonopolistique, mais qui n'a pas du tout pour fonction d'intervenir dans le champ économique pour empêcher que l'économie elle-même ne produise le monopole, c'est pour empêcher que des processus externes n'interviennent et ne créent le phénomène monopolistique. Bon. Deuxième point important dans ce programme libéral, néolibéral, c'est la question des actions conformes. Cette théorie des actions conformes, cette programmation des actions conformes, on la trouve essentiellement dans un texte qui a été de fait une des grandes chartes de la politique allemande contemporaine. C'est un texte posthume de Oeken qui est paru en 1951 ou 52, qui s'appelle Grundsätze der Wirtschaftspolitik, les fondements de la politique économique, et qui est en quelque sorte le versant pratique du texte qui s'appelait Grundlagen der Nationalökonomie, publié une dizaine d'années plus tôt par lui, et qui était, lui, le versant proprement théorique. Dans ces fondements, dans ces principes fondamentaux de la politique économique, Oeken dit que le gouvernement libéral, qui doit donc être perpétuellement vigilant et actif, doit intervenir de deux façons. Premièrement, par des actions régulatrices. Deuxièmement, par des actions ordonnatrices. Action régulatrice, d'abord, il ne faut pas oublier que Oeken, c'est le fils de cet autre Oeken qui a été néo-kantien au début du XXe siècle et qui a eu pour ça le prix Nobel. Le néo-kantisme, je suppose, en nom de littérature. Oeken, en bon kantien, dit: le gouvernement doit intervenir comme sous la forme d'action régulatrice, c'est-à-dire qu'il doit intervenir effectivement sur le processus économique lorsque, pour des raisons de conjoncture, cette intervention s'impose. Il dit le processus économique conduit toujours à certains frottements de nature passagère, à des modifications risquant de conduire à des situations exceptionnelles, avec difficulté d'adaptation et répercussions plus ou moins sévères sur les groupes. Il faut, dit-il, alors intervenir, non pas sur les mécanismes de l'économie de marché, mais sur les conditions du marché. Intervenir sur les conditions du marché, ça voudra dire, c'est bien selon même la rigueur de l'idée kantienne de régulation, ça voudra dire repérer, admettre et laisser jouer, mais pour les favoriser et pour les pousser en quelque sorte à la limite et à la plénitude de leur réalité, les trois tendances qui sont caractéristiques fondamentales dans tout marché, à savoir tendance à la réduction des coûts, deuxièmement tendance à la réduction du profit d'entreprise, et enfin tendance provisoire, ponctuelle, à des augmentations de profit, soit par une réduction décisive et massive des coûts, soit par une amélioration de la productivité. Ce sont ces trois tendances que la régulation de marché
que l'action régulatrice doit reprendre en compte dans la mesure où ce sont les tendances mêmes de la régulation du marché. Ce qui veut dire, en termes clairs, que premièrement, pour les objectifs, une action régulatrice aura forcément pour objet principal la stabilité des prix entendue non pas comme leur fixité, mais comme le contrôle de l'inflation. Et par conséquent, tous les autres objectifs, en dehors de cette stabilité des prix, ne peuvent venir qu'en second lieu et à titre en quelque sorte adjacent. Jamais, en aucun cas, ils ne peuvent constituer un objectif premier en particulier. Ne doivent pas constituer un objectif premier le maintien d'un pouvoir d'achat, le maintien d'un plein emploi et même l'équilibration d'une balance des paiements. Deuxièmement, pour les instruments, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Qu'on utilisera d'abord la politique de crédit, c'est-à-dire modulation du taux d'escompte, on utilisera le commerce extérieur par la réduction du solde de créditeurs si on veut enrayer la montée des prix intérieurs, on opérera aussi par déplacement, mais toujours modéré de la fiscalité si on veut agir sur l'épargne, sur l'investissement, mais jamais aucun instrument du genre de ceux qui sont employés par la planification, à savoir fixation des prix, ou encore soutien à un secteur de marché, ou encore création systématique d'emplois, ou encore investissement public. Toutes ces formes-là d'intervention doivent être rigoureusement bannies au profit de ces instruments de pur marché dont je vous parle. En particulier, la politique néolibérale à l'égard du chômage est parfaitement claire. Il n'y a absolument pas dans une situation de chômage, quel que soit le taux de chômage, à intervenir directement et en premier lieu sur le chômage, comme si le plein emploi devait être un idéal politique et un principe économique à sauver en tout état de cause. Ce qui est à sauver et ce qui est à sauver d'abord et avant tout, c'est la stabilité des prix. Cette stabilité des prix permettra effectivement, sans doute par la suite, et le maintien d'un pouvoir d'achat et l'existence d'un emploi, d'un niveau d'emploi plus élevé qu'en crise de chômage, mais le plein emploi n'est pas un objectif et il peut même se trouver qu'un volant de chômage soit absolument nécessaire pour l'économie. Comme le dit, je crois, Röpke, qu'est-ce que c'est que le chômeur? Ce n'est pas un handicapé économique. Le chômeur, ce n'est pas une victime sociale. Qu'est-ce que c'est que le chômeur? C'est un travailleur en transit. C'est un travailleur en transit entre une activité non rentable et une activité plus rentable. Voilà pour les actions régulatrices. Plus intéressantes, si vous voulez, parce qu'elles nous rapprochent tout de même davantage d'un objet propre, les actions ordonnatrices. Les actions ordonnatrices, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des actions qui ont pour fonction non pas d'intervenir sur les conditions même du marché, ou plutôt qui ont bien pour fonction d'intervenir sur les conditions du marché, mais sur des conditions plus fondamentales, si vous voulez, plus structurales, plus générales que celles dont je viens de vous parler. En effet, il ne faut pas oublier toujours ce principe que le marché est un régulateur économique et social général, mais que ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit une donnée de nature à retrouver à la base même de la société. Il constitue au contraire, je m'excuse d'y revenir encore une fois, il constitue au sommet une sorte de mécanisme fin qui est très sûr, mais à condition qu'il fonctionne bien et que rien ne vienne le troubler. Par conséquent, le principal souci de l'intervention gouvernementale, en dehors de ces moments de conjoncture dont je parlais tout à l'heure, le principal et constant souci de l'intervention gouvernementale va être les conditions d'existence du marché, c'est-à-dire ce que les ordolibéraux appellent le cadre. Qu'est-ce que c'est qu'une politique de cadre? Je crois que l'exemple apparaîtra clairement si on reprend un texte de Eucken, justement dans ses Grundsätze, c'est-à-dire ce texte de 1952, où il reprend le problème de l'agriculture. Et de l'agriculture allemande, mais, dit-il, ça vaut aussi, après tout, pour la plupart des agricultures européennes. Eh bien, dit-il, ces agricultures
n'ont au fond jamais été intégrés normalement, complètement, exhaustivement à l'économie de marché. Ils ne l'ont pas été à cause de protections douanières qui ont dans toute l'Europe délimité, découpé l'agriculture européenne, les espaces agricoles européens, protection douanière qui était rendue indispensable à la fois par les différences techniques et d'une façon générale l'insuffisance technique de chacune des agricultures, différences et insuffisances qui étaient toutes liées à l'existence d'une surpopulation qui rendait inutile et à vrai dire pas souhaitable l'existence de ces perfectionnements techniques, l'insertion de ces perfectionnements techniques. Si l'on veut par conséquent, le texte date de 1952, si l'on veut par conséquent faire fonctionner l'agriculture européenne dans une économie de marché, eh bien qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir agir sur ces données qui ne sont pas directement, sur des données qui ne sont pas directement des données économiques, mais qui sont les données conditionnantes pour une éventuelle économie de marché. Il va donc falloir agir sur quoi? Non pas sur les prix en fixant des prix, non pas sur tel secteur en assurant le soutien de tel secteur peu rentable. Tout ça, ce sont les mauvaises interventions. Les bonnes interventions agiront sur quoi? Eh bien sur le cadre, c'est-à-dire, primo, sur la population. La population agricole est trop nombreuse, eh bien, il faut la faire diminuer. Il faut la faire diminuer par des interventions qui permettront des transferts de population, qui permettront une immigration, etc. Il va falloir intervenir aussi au niveau des techniques. Des techniques entendues aussi bien par la mise à la disposition des gens d'un certain nombre d'outillages, par le perfectionnement technique d'un certain nombre d'éléments concernant les engrais, etc. Intervenir sur la technique aussi par la formation des agriculteurs et l'enseignement qu'on leur donnera et qui leur permettra en effet de modifier les techniques. Troisièmement, modifier aussi le régime juridique des exploitations, en particulier les lois sur l'héritage, en particulier les lois sur le fermage et l'allocation des terres, essayer de trouver le moyen de faire intervenir la législation, les structures, l'institution des sociétés par action dans l'agriculture, etc. Quatrièmement, modifier dans la mesure du possible l'allocation des sols et l'étendue, la nature et l'exploitation des sols disponibles. Enfin, à la limite, dit-il, il faut pouvoir intervenir sur le climat. Population, technique, apprentissage et éducation, régime juridique, disponibilité des sols, climat, tout ça. Ce sont des éléments dont vous voyez bien qu'ils ne sont pas directement économiques, qu'ils ne touchent pas au mécanisme même du marché, mais ils sont pour Oeken les conditions auxquelles on pourra faire fonctionner l'agriculture comme un marché, l'agriculture dans un marché. L'idée étant, non pas, étant donné l'état des choses, comment trouver le système économique qui pourra tenir compte des données de base propres à l'économie, à l'agriculture européenne, mais étant donné que le processus de régulation économico-politique est et ne peut être que le marché, comment modifier ces bases matérielles, culturelles, techniques, juridiques, etc., qui sont données en Europe, comment modifier ces données, comment modifier ce cadre pour que l'économie de marché intervienne. Et vous voyez là quelque chose sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est que finalement, autant l'intervention gouvernementale doit être discrète au niveau des processus économiques eux-mêmes, autant au contraire, il faut qu'elle soit massive dès qu'il s'agit de cet ensemble de données techniques, scientifiques, juridiques, disons en gros sociales, démographiques, en gros sociales, qui vont maintenant devenir de plus en plus l'objet de l'intervention gouvernementale. Vous voyez d'ailleurs en passant que ce texte de 1952 programme, même si c'est d'une façon tout à fait grossière, ce qui sera le marché commun agricole de la décennie suivante. C'était dit en 1952, le plan Mancholik. Il est dans Oeken, enfin en partie, dans Oeken en 1952. Bon.
Voilà pour, si vous voulez, les actions conformes, actions conjoncturelles et actions coordinatrices au niveau du cadre. Les actions ordonnatrices au niveau du cadre. C'est ce qu'ils appellent l'organisation d'un ordre du marché, d'un ordre concurrentiel. Et la politique agricole européenne est bien en effet ça, comment constituer un ordre concurrentiel qui sera régulateur de l'économie. Bon, troisième aspect, la politique sociale. Bon, je crois que là aussi, il faut être, à la fois allusif, parce que je ne peux pas, aussi bien pour des raisons de temps que pour des raisons de compétence, entrer dans le détail, mais il faut tout de même accepter un certain nombre de choses, si vous voulez, banales et ennuyeuses, mais qui permettent de repérer quelques éléments importants. Bon, disons que dans une économie de bien-être, celle en gros qu'avait programmé Pigou et que d'une manière ou d'une autre ont repris ensuite et les économistes keynésiens et le New Deal et les plans Beveridge et les plans de l'après-guerre européenne, etc. Dans une économie de bien-être. Qu'est-ce que c'est qu'une politique sociale? Une politique sociale, c'est en gros une politique qui se fixe comme objectif une relative péréquation dans l'accès de chacun aux biens de consommation. Cette politique sociale, dans une économie de bien-être, elle est conçue comment? D'abord, comme étant un contrepoids à des processus économiques sauvages dont on admet qu'en eux-mêmes, ils induisent des effets d'inégalité et d'une façon générale des effets destructeurs sur la société. Bon, donc, nature en quelque sorte contrapunctique de la politique sociale par rapport au processus économique. Deuxièmement, toujours dans une économie de bien-être, on conçoit que la politique sociale doit avoir pour instrument majeur, une socialisation de certains éléments de consommation, l'apparition des formes de ce qu'on appelle la consommation socialisée ou la consommation collective, consommation médicale, consommation culturelle, etc. Soit, second instrument, un transfert d'éléments de revenus, type, si vous voulez, allocation familiale ou transfert des revenus de certaines catégories à certaines autres. Bon, enfin, troisièmement, dans une économie de bien-être, une politique sociale est une politique qui admet ceci, que plus une croissance est forte, plus la politique sociale, en quelque sorte en récompense et en compensation, doit être active, intense, généreuse, etc. Bon, eh bien ce sont ces trois principes que l'ordolibéralisme a mis très tôt en question. D'abord, disent les ordolibéraux, une politique sociale, si elle veut réellement s'intégrer à une politique économique, et si elle ne veut pas être destructrice par rapport à cette politique économique, eh bien, elle ne peut pas lui servir de contrepoids. Et elle ne doit pas être définie comme ce qui compensera les effets des processus économiques. Et en particulier, la légalisation, la relative égalisation, la péréquation dans l'accès de chacun aux biens de consommation ne peut en aucun cas constituer un objectif. Ne peut pas constituer un objectif dans un système où, justement, la régulation économique, c'est-à-dire le mécanisme des prix, s'obtient non pas du tout par des phénomènes d'égalisation, mais par un jeu de différenciation. Par un jeu de différenciation qui est propre à tous les... On les laisse jouer par les différences. En gros, il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent et d'autres qui ne travaillent pas. Il faut bien qu'il y ait des gros salaires, il faut bien qu'il y ait des petits. Il faut bien que les prix oscillent, montent et descendent pour que les régulations se fassent. Par conséquent, une politique sociale qui aurait pour objet premier l'égalisation, même relative, qui se donnerait pour thème central la péréquation, même relative, cette politique sociale ne peut être qu'anti-économique. Une politique sociale ne peut pas se fixer l'égalité comme objectif. Elle doit au contraire laisser jouer l'inégalité. Et comme disait, mais là je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Röpke ou Hayek, il disait, bon, les gens se plaignent de l'inégalité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'inégalité, dit-il, elle est la même pour tous. Formule évidemment qui peut paraître énigmatique, mais qui se comprend à partir du moment où on considère
que pour eux, le jeu économique, avec précisément les effets inégalitaires qu'il comporte, est l'espèce de régulateur général de la société, auquel évidemment chacun doit se prêter ou se plier. Donc, pas d'égalisation, et par conséquent, d'une façon plus précise, pas de transfert de revenus des uns des autres. En effet, le transfert de revenus risque de prélever sur la part des revenus une tranche qui serait normalement dirigée vers l'épargne ou l'investissement, et la prélever par conséquent, ça serait soustraire à l'investissement une part des revenus et les reverser à la consommation. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de prélever sur les revenus les plus élevés une part qui de toute façon serait consacrée à la consommation ou disons à la surconsommation, et cette part de surconsommation la transférer à ceux qui, soit pour des raisons de handicap définitif, soit pour des raisons d'aléas passagers, se trouvent dans un état de sous-consommation, mais rien de plus. Caractère donc très limité, vous le voyez, des transferts sociaux. Il s'agit simplement d'assurer, en gros, non pas du tout le maintien d'un pouvoir d'achat, mais un minimum vital pour ceux qui, à titre définitif ou passager, ne pourraient pas assurer leur propre existence. C'est le transfert marginal d'un maximum à un minimum, ce n'est absolument pas l'établissement ou la régulation vers une moyenne. Et deuxièmement, l'instrument de cette politique sociale, si on veut appeler ça une politique sociale, l'instrument de cette politique ne sera pas la socialisation de la consommation et des revenus, ce ne peut être au contraire qu'une privatisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à la société tout entière de garantir les individus contre les risques, que ce soit les risques individuels du genre maladie ou accident, ou les risques collectifs comme le chômage par exemple, à la société, ou plutôt à l'économie, de faire en sorte que les individus, que tout individu ait des revenus assez élevés pour qu'il puisse, soit directement et à titre individuel, soit par le relais collectif de mutuelles, etc., s'assurer lui-même contre les risques économiques, ou encore contre les risques d'existence, ou encore contre cette fatalité d'existence que sont la vieillesse et la mort, de s'assurer lui-même à partir de ce qui constitue sa propre réserve privée. C'est-à-dire que la politique sociale devra être une politique qui aura pour instrument non pas le transfert d'une part de revenu à l'autre, mais la capitalisation la plus généralisée possible dans toutes les classes sociales, qui aura pour instrument l'assurance individuelle ou mutuelle, qui aura pour instrument enfin la propriété privée. C'est ce que les Allemands appellent la politique sociale individuelle opposée à la politique sociale socialisée. Il s'agit d'une individualisation de la politique sociale et une individualisation par la politique sociale au lieu d'être cette collectivisation ou cette socialisation par et dans la politique sociale. Il s'agit en somme pas de donner aux individus, d'assurer aux individus une couverture sociale du risque, mais de leur accorder à chacun une sorte d'espace économique à l'intérieur duquel ils peuvent assumer et affronter les risques. Ce qui nous mène bien sûr à la conclusion que, eh bien, de politique sociale, il n'y en a qu'une qui soit vraie et fondamentale, c'est-à-dire la croissance économique. Il n'y a pas, enfin, en tout cas, la forme fondamentale de la politique sociale, ça doit être non pas quelque chose qui viendrait contrebattre la politique économique et la compenser. Sa politique sociale ne devrait pas être d'autant plus généreuse que la croissance économique est plus grande. C'est la croissance économique qui, à elle seule, devrait permettre à tous les individus d'atteindre un niveau de revenus qui leur permettrait ces assurances individuelles, cet accès à la propriété privée, cette capitalisation individuelle ou familiale avec lesquelles ils pourraient éponger les risques. C'est cela que Müller-Armack, le conseiller du chancelier Erhard, a appelé vers les années 1952-53 l'économie sociale de marché, qui est le titre même sous lequel s'est placée la politique sociale allemande. Et j'ajoute aussitôt d'ailleurs que pour tout un tas de raisons, ce programme drastique de politique sociale
définie par les néolibéraux n'a pas pu être de fait appliquée exactement en Allemagne. La politique sociale allemande s'est lestée de tout un tas d'éléments dont les uns venaient de la tradition sociale, du socialisme d'État bismarckien, dont les autres venaient d'économie keynésienne, dont d'autres venaient de plans Beveridge ou des plans de sécurité tels qu'ils fonctionnent en Europe, de sorte que sur ce point-là, les néolibéraux, les ordolibéraux allemands n'ont pas pu se reconnaître entièrement dans la politique allemande, mais, et j'insiste sur ces deux points, primo, c'est à partir de là et de ce refus de cette politique sociale que l'anarcho-capitalisme américain va se développer, et deuxièmement, s'il est important de voir aussi que malgré tout, la tendance fondamentale dans l'évolution des politiques sociales, dans les pays du moins qui s'ordonnent de plus en plus au néolibéralisme, cette politique sociale tend de plus en plus à suivre ces principes-là. L'idée d'une privatisation des mécanismes d'assurance, l'idée en tout cas que c'est un individu par l'ensemble des réserves dont il va pouvoir disposer, soit à titre purement individuel, soit par le relais de mutuelles, etc., cet objectif-là est tout de même celui que vous voyez à l'œuvre dans les politiques néolibérales telles que celles que nous connaissons actuellement en France. C'est ça la ligne de temps. La politique sociale privatise. Bon, voilà, m'excuse d'avoir été long et banal sur toutes ces histoires-là, mais je crois que c'était important pour maintenant faire apparaître un certain nombre de choses qui, elles, me paraissent l'armature originale du néolibéralisme. Bon, premier point à souligner, celui-ci. Voyez que l'intervention gouvernementale n'est pas, et cela les néolibéraux l'ont toujours dit, l'intervention gouvernementale n'est pas moins dense, moins fréquente, moins active, moins continue que dans un autre système. Mais ce qui est important, c'est de voir quel est maintenant le point d'application de ces interventions gouvernementales. Le gouvernement, cette chose entendue puisqu'on est en régime libéral, n'a pas à intervenir sur les effets du marché. Il n'a pas non plus, et c'est là ce qui différencie le néolibéralisme, disons les politiques de bien-être ou choses comme ça qu'on avait connues dans les années 1920-1960, le néolibéralisme, le gouvernement néolibéral n'a pas à corriger les effets destructeurs du marché sur la société. Il n'a pas à constituer en quelque sorte un contrepoint ou un écran entre la société et les processus. Il a à intervenir sur la société elle-même, dans sa trame et dans son épaisseur. Il a au fond, et c'est en cela que son intervention va permettre ce qui est son objectif, c'est-à-dire la constitution d'un régulateur de marché général sur la société, il a à intervenir sur cette société pour que les mécanismes concurrentiels, à chaque instant et en chaque point de l'épaisseur sociale, puissent jouer leur rôle de régulateur. Ça va donc être un gouvernement non pas économique, comme celui auquel songeaient les physiocrates, c'est-à-dire que le gouvernement n'a qu'à reconnaître et observer des lois économiques qui lui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas un gouvernement économique, c'est un gouvernement de société. Et d'ailleurs, dans le colloque Lippmann, il y a quelqu'un, des intervenants, qui en 1939, cherchant toujours cette nouvelle définition du libéralisme, disait est-ce qu'on ne pourrait pas appeler ça un libéralisme sociologique? En tout cas, c'est un gouvernement de société, c'est une politique de société que veulent faire les néolibéraux. Et c'est d'ailleurs Müller-Armack qui a donné à la politique de Erhard ce terme significatif de Gesellschaft politique. C'est une politique de société. Les mots veulent tout de même dire ce qu'ils disent, et la trajectoire des mots indique en effet des processus qui se passent. Lorsque Chaban, en 1969-70, proposera une politique économique et sociale, il la présentera comme un projet de société, c'est-à-dire qu'il fera bien exactement de la société la cible et l'objectif de la pratique gouvernementale. On sera à ce moment-là passé d'un système, disons en gros, de type keynésien qui avait plus ou moins traîné encore dans la politique gaulliste, à un nouvel art de gouverner, celui qui sera effectivement
repris par Giscard. C'est là le point de fracture. L'objet de l'action gouvernementale, c'est ce que les Allemands appellent die soziale Umwelt, l'environnement social. Bon. Or, par rapport à cette société, qui est donc devenue maintenant l'objet même de l'intervention gouvernementale et de la pratique gouvernementale, par rapport à cette société, ce gouvernement sociologique, qu'est-ce qu'il veut faire de la société? Bon, il veut faire bien sûr que le marché soit possible dans cette société. Et il faut bien qu'il soit possible si on veut qu'il joue son rôle de régulateur général, de principe de la rationalité politique. Mais qu'est-ce que cela veut dire, introduire la régulation du marché comme principe régulateur de la société? Ce que ça veut dire, l'instauration d'une société marchande, c'est-à-dire d'une société de marchandises, de consommation, dans laquelle la valeur d'échange constituerait à la fois la mesure et le critère général des éléments, le principe de communication des individus entre eux, le principe de circulation des choses. Autrement dit, est-ce qu'il s'agit, dans cet art néolibéral de gouvernement, de normaliser et de discipliner la société à partir de la valeur et de la forme marchandise? Est-ce qu'on ne revient pas par là à ce modèle de la société de masse, de la société de consommation, de la société de marchandises, de la société de spectacle, de la société de simulacre, de la société de vitesse que Zombart en 1903 avait pour une fois et pour la première fois défini? Je ne crois pas, justement. Ce n'est pas la société marchande qui est en jeu dans ce nouvel art de gouverner. Ce n'est pas cela qu'il s'agit de reconstituer. La société régulée sur le marché, à laquelle pensent les néolibéraux, c'est une société dans laquelle ce qui doit constituer le principe régulateur, ce n'est pas tellement l'échange des marchandises que le mécanisme de la concurrence. Ce sont ces mécanismes-là qui doivent avoir le plus de surface et d'épaisseur possible, qui doivent occuper le plus grand volume possible dans la société, c'est-à-dire que ce qu'on cherche à obtenir, ce n'est pas une société soumise à l'effet marchandise, c'est une société soumise à la dynamique concurrentielle. Non pas une société de supermarché, une société d'entreprise. L'homo economicus qu'on veut reconstituer, ce n'est pas l'homme de l'échange, ce n'est pas l'homme consommateur, c'est l'homme de l'entreprise et de la production. Alors on se trouve là en un point important sur lequel j'essaierai de revenir un peu la prochaine fois, mais on recoupe là alors toute une série de choses. Premièrement, bien sûr, l'analyse qui s'était développée depuis le XIXe siècle de l'entreprise et analyse historique, analyse économique, analyse morale aussi de l'entreprise, toute la série des travaux de Weber, Zombart, Schumpeter sur ce que c'est que l'entreprise. Ceux-là soutiennent effectivement en grande partie l'analyse ou le projet néolibéral. Et par conséquent, s'il y a bien quelque chose comme un retour dans la politique néolibérale, ce n'est certainement pas le retour à une pratique gouvernementale du laisser-faire. Ce n'est certainement pas à une société marchande comme celle que Marx dénonçait au début du livre 1 du Capital. Ce vers quoi on essaie de revenir, c'est à une sorte d'éthique sociale de l'entreprise dont Weber, Zombart, Schumpeter avaient essayé de faire l'histoire politique, culturelle, économique, etc. Plus concrètement, si vous voulez, en 1950, Röpke écrit un texte qui s'appelle « Orientation de la politique économique allemande » et qui est publié avec une préface de Konrad Adenauer. Röpke, dans ce texte, dans une espèce de charte, dit que l'objet de l'action gouvernementale, la cible dernière, l'objectif ultime, c'est quoi? Eh bien, dit-il, et voilà, j'énumère les différents objectifs qu'il pose. Premièrement, permettre à chacun autant que possible l'accès à la propriété privée. Deuxièmement, réduction des gigantismes urbains, substitution d'une politique des villes moyennes à la politique des grandes banlieues, substitution d'une économie des maisons individuelles à la politique et à l'économie des grands ensembles, encouragement aux petites unités d'exploitation à la campagne, développement de ce qu'il appelle les industries non prolétariennes, c'est-à-dire l'artisanat,
et le petit commerce. Troisièmement, décentralisation des lieux d'habitation, de production et de gestion, correction des effets de spécialisation et de division du travail, reconstruction organique de la société à partir des communautés naturelles, de familles et de voisinage, enfin d'une façon générale, organisation, aménagement et contrôle de tous les effets d'environnement qui peuvent être produits ou par la cohabitation des gens ou par le développement des entreprises et des lieux, centres de production. Il s'agit en gros, dit Röpke en 1950, de déplacer le centre de gravité de l'action gouvernementale vers le bas. Bien, ce texte, vous le reconnaissez, il a été répété 25 000 fois depuis 25 ans. Il est bien en effet ce qui constitue actuellement la thématique de l'action gouvernementale, et il serait sans doute faux de n'y voir qu'une couverture, une justification et un écran derrière lequel quelque chose d'autre se passe. Il faut en tout cas essayer de le prendre tel qu'il se donne, c'est-à-dire bel et bien pour un programme de rationalisation et de rationalisation économique. De quoi s'agit-il là-dedans? Eh bien, quand on regarde un petit peu, on peut bien entendu entendre ça comme une espèce de retour plus ou moins rousseauiste à la nature, quelque chose comme ce que Rustoff d'ailleurs appelait d'un mot fort ambigu la vitale politique, la politique de vie. Mais qu'est-ce que c'est que cette vitale politique dont Rustoff parlait et dont on a là une expression? En fait, il s'agit, vous le voyez bien, non pas de constituer une trame sociale où l'individu serait en contact direct avec la nature, etc., mais de constituer une trame sociale dans laquelle les unités de base auraient précisément la forme de l'entreprise. Car qu'est-ce que c'est que la propriété privée, sinon l'entreprise? Qu'est-ce que c'est qu'une maison individuelle, sinon une entreprise? Qu'est-ce que c'est que la gestion de ces petites communautés de voisinage ou de ces petites villes, sinon d'autres formes d'entreprise? Autrement dit, il s'agit bien de généraliser, en les diffusant et en les multipliant autant que possible, les formes d'entreprise, qui ne doivent pas justement être concentrées sous la forme ou des grandes entreprises à l'échelon national ou international, ou encore les grandes entreprises du type de l'État. C'est cette démultiplication de la forme entreprise à l'intérieur du corps social qui constitue, je crois, l'enjeu de la politique néolibérale. Il s'agit de faire du marché, de la concurrence et par conséquent de l'entreprise ce qu'on pourrait appeler la puissance informante de la société. Et dans cette mesure-là, vous voyez bien qu'on se trouve à la carrefour, où se trouve bien sûr réactivé un certain nombre de thèmes sur la vie familiale, la propriété, etc., et tout un tas de thèmes critiques, qui sont les thèmes critiques que nous voyons courir partout contre la société marchande, contre l'uniformisation par la consommation, etc. Et c'est ainsi que, sans qu'il y ait du tout quelque chose comme la récupération, mais qui ne veut rigoureusement rien dire, entre la critique qui était faite, disons dans un style zombartien, depuis 1900 à peu près, contre cette société marchande, uniformisante, etc., et puis les objectifs de la politique gouvernementale actuelle, vous avez très exactement convergence. Ils veulent bien la même chose. Simplement se trompent les critiques qui s'imaginent que lorsqu'ils dénoncent une société, disons, zombartienne, entre guillemets, je veux dire cette société uniformisante de masse, de consommation, de spectacle, etc., ils se trompent quand ils croient qu'ils sont en train de critiquer ce qui est l'objectif actuel de la politique gouvernementale. Ils critiquent quelque chose d'autre. Ils critiquent quelque chose qui a bien été, sans doute, à l'horizon, explicite ou implicite, voulu ou non, des arts de gouverner des années 1920-1960. Mais nous avons dépassé ce stade. Nous n'en sommes plus là. L'art de gouverner programmé vers les années 1930 par les ordos libéraux et qui serait devenu maintenant la programmation de la plupart des gouvernements en pays capitalistes, eh bien, cette programmation ne vise absolument pas, ne cherche absolument pas la constitution de ce type-là de société. Il s'agit au contraire d'obtenir une société non pas indexée sur la marchandise et sur l'uniformité de la marchandise, mais sur la multiplicité et la différenciation
des entreprises. Voilà la première chose que je voulais vous dire. La seconde, ça serait, mais je crois que c'est vraiment pas le temps maintenant, seconde conséquence de cet art libéral de gouverner, c'est les modifications profondes dans le système de la loi et dans l'institution juridique. Parce qu'en fait, entre une société indexée sur la forme de l'entreprise, à la fois densifiée et multipliée, et une société dans laquelle le principal des services publics est l'institution judiciaire, il y a un lien qui est évident. Plus vous multipliez l'entreprise, plus vous multipliez les entreprises, plus vous multipliez les centres de formation de quelque chose comme une entreprise, plus vous forcez l'action gouvernementale à laisser jouer ces entreprises, plus bien entendu vous multipliez les surfaces de friction entre chacune de ces entreprises, plus vous multipliez les occasions de contentieux, plus vous multipliez aussi la nécessité d'un arbitrage des litiges. Société d'entreprise et société judiciaire, société indexée à l'entreprise et société encadrée par une multiplicité d'institutions judiciaires, ce sont les deux faces d'un même phénomène. Bon, c'est un petit peu là-dessus que je voudrais insister la prochaine fois en développant encore d'autres conséquences de cette formation de l'art libéral de Bougain, néolibéral.